Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un incontournable du jargon CIP, le fameux territoire. On nous le sert un peu à toutes les sauces, hein. Faut connaître son territoire. L'ancrage territorial, c'est la clé. Bon, ok, d'accord, mais concrètement, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On va essayer de dépasser un peu le slogan, de rendre ça moins conceptuel, plus palpable. Comment on transforme cette idée en véritable outil au quotidien? Prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis territorial? Ah, mais absolument. Et c'est crucial parce que ce mot territoire, il peut vite devenir une coquille un peu vide si on lui donne pas du sens concret. Ce n'est pas juste une carte administrative, vous savez, avec des frontières dessinées au feutre. Non, non, c'est bien plus vivant que ça. C'est l'écosystème un peu bouillonnant où les personnes qu'on accompagne, ben, elles évoluent, elles cherchent leur place, elles se heurtent parfois à des murs ou alors elles découvrent des tremplins. Bien le comprendre, c'est un peu comme avoir la bonne carte et la boussole pour naviguer. Sans ça, franchement, on risque de proposer des solutions un peu toutes faites qui tombent complètement à plat. Exactement. On sort la carte IGN toute neuve, là on voit une belle zone verte, on se dit «Oh chouette, il y a de la nature». Sauf que ça nous dit pas s'il y a un bus pour y aller ou si le seul petit commerce du coin a fermé. Alors, si c'est pas juste une carte, c'est quoi ce fameux territoire? Allez, déballons un peu la bête. Bah, imaginez vraiment un écosystème. Oui, un peu comme une forêt ou un récif corallien, mais version humaine et sociale. Vous avez les espèces, si on peut dire, les habitants, les associations, dynamiques ou parfois plus discrètes, les entreprises qui recrutent ou qui licencient, hein, les services publics avec leurs horaires d'ouverture, parfois, comment dire, créatifs, les élus locaux, les travailleurs sociaux, enfin tout ce petit monde qui interagit. Mhm. Et puis il y a les courants, des projets qui émergent, des financements qui arrivent ou qui repartent, faut être lucide, des secteurs économiques en plein boom ou au contraire en déclin, des tensions sociales parfois ou des collaborations super fructueuses. Sa vie, quoi. Voilà, sa vie. Et puis il y a le relief en quelque sorte, les ressources qui sont là, les transports, les formations, les crèches, les médecins, et puis les obstacles, les zones d'ombre, on va dire, l'enclavement, le manque de services, la fracture numérique. Tout ça, ça bouge tout le temps. C'est un organisme vivant en fait. J'aime bien cette image de l'écosystème. Ça parle. Pour rendre ça encore plus concret, si on compare deux biotopes très différents, disons la Seine-Saint-Denis et puis la Creuse, qu'est-ce que ça change, mais vraiment concrètement pour un CIP qui bosse dans l'un ou dans l'autre? Ah oui, là, c'est le grand écart, hein. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on va avoir une densité de population énorme, beaucoup de jeunes, un tissu associatif qui peut être incroyablement riche, très diversifié. Mais aussi, potentiellement, des taux de chômage élevés dans certains quartiers, des problèmes de logement assez tendus, une concurrence forte sur le marché du travail et peut-être même des difficultés d'accès à certains services malgré leur nombre apparent. C'est paradoxal parfois. D'accord. Et dans la Creuse alors? Alors là, le CIP, il sera confronté à d'autres réalités. L'isolement géographique, la faible densité de population, bien sûr, les questions de mobilité qui sont absolument cruciales. La voiture, c'est souvent indispensable. Un marché de l'emploi peut-être plus restreint, moins d'offres de formation sur place. Mais d'un autre côté, peut-être aussi des liens sociaux de proximité plus forts, un réseau d'entraide différent, moins formel, plus direct. L'enjeu clé, en fait, dans les deux cas, c'est de bien définir ce qu'on pourrait appeler le périmètre pertinent pour la personne qu'on accompagne. Le périmètre pertinent, tiens, ça c'est intéressant. C'est pas forcément les frontières du département ou de la région alors. Ah bah non, justement. Prenons Amélie, 22 ans. Elle est accompagnée à la mission locale. Sur le papier, son territoire officiel, on va dire, c'est peut-être toute l'agglomération, voire le département. Mais son territoire pertinent, celui où elle peut vraiment se projeter au quotidien, c'est sa zone de mobilité concrète. C'est les lignes de bus qu'elle peut prendre, les quartiers où elle peut raisonnablement chercher un logement, les lieux où elle a ses habitudes, son réseau. D'accord, le territoire vécu ensemble. Exactement. Si on lui propose une super formation géniale, mais qu'elle est à l'autre bout du département, qu'elle n'a pas le permis et que le dernier bus rentre à 18 h, eh ben on est hors de son périmètre pertinent. C'est pas réaliste. Et le rôle du CIP, c'est justement ça. C'est d'ajuster cette focale, de comprendre la carte mentale et géographique réelle de la personne. Ok, pigé. Donc, on oublie la vision purement administrative, on zoome sur le vécu. Bon, et pour faire ça, pour comprendre cet écosystème, on entend souvent le mot un peu magique.
Diagnostic de territoire. Alors, avouons-le, ça peut faire un peu peur, non? On imagine des tonnes de tableaux Excel, des rapports de 200 pages qui finissent au fond d'une armoire. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic qui soit vraiment utile, sans y passer des nuits blanches et sans que ça devienne une usine à gaz? Heureusement, oui. Il faut absolument démystifier ce diagnostic. Oublions l'image du pensum indigeste, commandé par une instance lointaine et qu'on lira jamais. Voyons-le plutôt comme une sorte de check-up régulier, oui. Une boîte à outils pour comprendre où on met les pieds et surtout comment agir au mieux. Une méthode simple qui est assez éprouvée, c'est le SWOT. C'est un acronyme un peu barbare, je sais, mais c'est très pratique. Force, strengths, faiblesse, weaknesses, opportunities, menaces. SWOT, d'accord. Concrètement, on se pose avec l'équipe ou même mieux avec des partenaires, quelles sont nos forces ici? Par exemple, un tissu associatif très réactif ou des entreprises locales qui jouent vraiment le jeu de l'insertion. Quelles sont nos faiblesses? Les transports en commun qui sont déficients ou un manque de formation qualifiante dans un secteur précis. Quelles opportunités se présentent? Tiens, l'arrivée d'une nouvelle entreprise ou un nouveau financement européen pour l'emploi des jeunes. Et quelles menaces pèsent sur nous? La fermeture annoncée de l'usine principale du coin ou la baisse des subventions pour une structure clé. L'essentiel vraiment, c'est que ce soit un outil vivant, qui évolue et surtout partagé. Un truc qu'on utilise vraiment, pas juste un document pour la forme, quoi. C'est là que ça devient vraiment intéressant et concret. Un exemple pour illustrer ce SWOT, mais version vivante, pas juste le tableau? Allez, prenons Karim. Il est CIP dans une agence Pôle emploi à Lille. En discutant avec les entreprises locales, en regardant les offres, il repère une opportunité assez claire. Le secteur du numérique recrute à tour de bras, mais il galère à trouver les bons profils. Classique. Voilà. Et parallèlement, il identifie une faiblesse, ou plutôt un besoin chez les jeunes, qui l'accompagnent. Beaucoup sont intéressés par le numérique, mais ils n'ont pas les qualifications et ils se sentent un peu perdus face au cursus classique. Fort de ce mini-diagnostic SWOT mental, on va dire, que fait Karim. Il va pas juste noter ça dans un coin de son cahier. Il active ses neurones de connecteurs. Hop. Il organise une réunion d'information très ciblée. Il invite une école du numérique partenaire, il invite la mission locale, il présente cette opportunité concrète à des jeunes décrocheurs qu'il a identifiés comme ayant le potentiel et surtout la motivation. Voilà. Et le résultat, hein? Plusieurs de ces jeunes intègrent une formation qualifiante. Ça répond à la fois à leurs besoins et à celui des entreprises. Le diagnostic, là, il est servi de déclencheur à une action très ciblée et pertinente. Voilà, ça c'est un diagnostic qui sort du bureau et qui a un impact direct, réel. Et l'idée du partage, vous disiez, elle est clé aussi, j'imagine. Fini le CIP qui garde ses petites infos précieuses pour lui. Idéalement, oui. Parce que le territoire, franchement, c'est trop complexe pour qu'une seule personne prétende tout savoir. Ce serait présomptueux. Mettre en place un outil simple, et ça peut être vraiment simple, hein, un tableau partagé en ligne, un groupe de discussion thématique sur une messagerie, ou même juste des réunions régulières et informelles avec les partenaires clés, les centres sociaux, les assos, les autres CIP du secteur, où chacun peut partager une info fraîche, une opportunité repérée, un frein identifié. Ça démultiplie l'intelligence collective. C'est bien plus puissant et réactif qu'un gros rapport annuel qui est déjà obsolète au moment où il sort de l'imprimante. C'est clair. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre tension qu'on rencontre souvent. On a d'un côté les chiffres, les stats officiels, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les observatoires régionaux. C'est solide, ça donne des tendances de fond, c'est utile. Mais est-ce que ça raconte toute l'histoire? Est-ce que ça suffit pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain? C'est une excellente remarque, ça. Les chiffres sont indispensables, oui, pour avoir une vision macro, pour comprendre les grandes dynamiques démographiques, économiques, mais ils ont clairement leurs limites. Ils lissent la réalité, ils gomment un peu les aspérités, les situations individuelles complexes. Un exemple typique, l'INSEE peut vous sortir un taux d'emploi globalement bon dans une zone périurbaine près de Lyon. Super. Sur le papier, c'est bien. Voilà. Sauf que sur le terrain, en entretien individuel, vous rencontrez Manon. Elle a trouvé un poste qui lui plaît vraiment, mais elle vous explique dépitée qu'elle va devoir refuser. Pourquoi? Parce que le dernier bus pour rentrer chez elle passe à 21h et que le poste implique de finir à 21h30 2 fois par semaine. Ah ouais, le détail qui tue. Exactement. Aucun chiffre officiel ne vous dira ça. Ce frein très concret lié à la mobilité, il est invisible dans les statistiques globales, mais il est absolument déterminant pour Manon. Le diable est dans les détails, comme on dit. Donc, si je comprends bien l'idée, c'est pas d'opposer les chiffres et le terrain, mais plutôt de les faire dialoguer. De les croiser,
Exactement. C'est vraiment la combinaison des deux qui est puissante. Les données quantitatives, les chiffres, nous donnent le cadre, la vue d'ensemble, et les données qualitatives, ce qu'on observe sur le terrain, ce que nous disent les personnes, les partenaires, nous donnent la texture, la couleur, la compréhension fine des mécanismes réels, des freins, des leviers. Il faut donc être à l'écoute des deux. Lire les études, oui, bien sûr, mais surtout, écouter attentivement ce qui remonte des entretiens, des réunions de quartier, des discussions informelles avec les acteurs locaux, le médiateur social, l'animateur du centre social, même le commerçant du coin. Eux aussi sont des capteurs précieux de la réalité du territoire. Et là encore, j'imagine qu'un outil partagé, même simple, pourrait aider à collecter ces pépites qualitatives, ces infos de terrain. Tout à fait. Imaginez un simple carnet de bord partagé. Ça peut être numérique ou même un grand tableau blanc dans une salle de réunion où chaque CIP, chaque travailleur social partenaire pourrait noter de façon anonymisée, bien sûr, des choses comme « Attention, le bus ligne 5 ne circule plus après 20 heures, j'ai eu plusieurs personnes en difficulté avec ça » ou « Bon plan, l'Asso X vient de recevoir du matériel informatique pour faire des ateliers numériques » ou encore « Difficultés récurrentes signalées, impossible de trouver une garde d'enfants en horaire décalé dans tel quartier ». Cette accumulation de petites informations au fil de l'eau, ça dessine une carte beaucoup plus précise et dynamique des freins et des ressources réelles. Ça donne de la chair aux statistiques. Parlons-en justement de ces freins et ressources. Quand on explore notre territoire, on tombe forcément sur des murs, des obstacles, on va les appeler les contraintes, mais aussi, heureusement, sur des portes, des passerelles, des coups de pouce, les fameux leviers. Comment on navigue entre les deux? Comment on jongle avec ça pour construire des parcours d'insertion qui tiennent la route? Là, on est au cœur de la stratégie d'accompagnement qui. Identifier les contraintes, c'est vraiment mettre le doigt sur ce qui bloque concrètement la personne ou le projet. Ça peut être le manque de transport, la fracture numérique, ça recouvre plein de choses. Pas d'ordi, pas de connexion, ou simplement pas les compétences pour s'en servir. Le logement trop cher ou inaccessible, des problèmes de santé pas résolus, l'absence du diplôme requis, parfois la discrimination, faut pas l'oublier. La liste peut être longue, et elle est souvent spécifique à chaque territoire et bien sûr à chaque personne. Oui, c'est le côté un peu décourageant parfois. Oui, mais à côté de ça, il faut aussi et surtout repérer les leviers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut aider à surmonter ces obstacles? Ça peut être une politique publique spécifique, une aide à la mobilité, un plan local pour l'insertion et l'emploi playé. Ça peut être un dispositif d'aide financière ou d'accompagnement renforcé, comme le parcours emploi compétences, le PEC, ou l'aide à l'installation des jeunes, l'AIJ par exemple. Ça peut être une ressource locale particulière, un garage solidaire, un réseau d'entreprises engagées, un Fab Lab qui ouvre ses portes, une formation innovante qui se monte, voire un financement européen spécifique qui permet de monter un projet ad hoc. Donc l'art du CIP, c'est d'être un peu un détective qui repère les contraintes et en même temps un stratège qui sait activer les bons leviers au bon moment. C'est une bonne image, oui. Prenons un exemple concret. Dans le Cantal, une contrainte majeure identifiée sur une partie du territoire, il n'y a pas de centre de formation pour devenir aide-soignant. Ça oblige les candidats potentiels à déménager ou à faire des trajets très, très longs, ce qui est rédhibitoire pour beaucoup de monde. Et donc beaucoup de vocations perdues. Voilà, le levier activé réapparu. L'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, en partenariat avec la région, met en place une formation itinérante, c'est-à-dire que le plateau technique se déplace dans différentes villes du département. Là, le rôle des CIP locaux, comme notre Stéphane imaginaire, devient absolument crucial. Grâce à sa connaissance fine des personnes en recherche d'emploi et de cette nouvelle offre, le levier, il peut repérer les candidats qui correspondent au profil, mais qui n'auraient jamais pu accéder à la formation si elle était restée fixe à Aurillac, par exemple. Il les informe, il les motive, il les aide à monter le dossier. Il fait le lien, il connecte le besoin à la solution qui vient d'apparaître. Et ça change tout. On passe d'un constat un peu d'impuissance, « Oh, dommage, il n'y a pas la formation ici », à une action ciblée qui ouvre de vraies perspectives. Du coup, cartographier ces contraintes et ces leviers, ça devient une sorte de boussole stratégique en fait pour le CIP et son équipe. Seulement d'orienter plus efficacement les personnes, mais aussi de construire un argumentaire solide. Quand on va voir un financeur, un élu ou même sa propre direction pour proposer un nouveau projet ou demander des moyens supplémentaires, pouvoir dire
Écoutez, voilà la contrainte précise que nous avons identifiée sur le terrain. Ça touche X personnes, on a les exemples concrets, et voilà le levier que nous proposons d'activer ou de créer pour y répondre. Ça donne tout de suite beaucoup plus de poids et de crédibilité à la démarche. Ça montre qu'on sait de quoi on parle et qu'on ne navigue pas à vue. Tout ce qu'on vient de dire là, ça nous amène à voir le rôle du CIP sous un jour un peu différent, peut-être. Finalement, il ou elle n'est pas juste là pour recevoir des gens dans son bureau et leur donner des fiches ROM ou des listes d'organismes à contacter. Il est un peu plus tout-terrain que ça, le CIP. Ah, mais carrément. Le CIP, quand il s'approprie vraiment son territoire, quand il le vit, il devient bien plus qu'un conseiller technique, aussi bon soit-il. Il devient un véritable acteur de cet écosystème dont on parlait. Un connecteur, oui, qui crée des ponts entre des mondes qui ne se parlent pas toujours facilement, le social et l'économique par exemple. Un facilitateur qui aide à débloquer des situations en mobilisant les bonnes personnes ou les bonnes ressources au bon moment. Parfois même un initiateur qui, à partir des besoins récurrents qu'il repère sur le terrain, va impulser de nouvelles actions, de nouveaux projets. Il est dans le territoire, il le sent, il le comprend de l'intérieur et il agit sur lui à son échelle. C'est vraiment une posture proactive, engagée. Encore un petit exemple pour qu'on visualise bien ce rôle de CIP, connecteur, facilitateur, initiateur. Une sorte de super-héros du local version insertion. Peut-être pas un super-héros avec une cape, mais quelqu'un qui fait bouger les lignes, oui. Imaginons Chloé, elle est CIP en Bretagne. Elle suit plusieurs personnes qui ont de réelles compétences, un vrai savoir-faire en menuiserie, mais qui sont bloquées. Elles n'ont ni atelier, ni les outils qui coûtent cher pour se lancer, même à toute petite échelle. La contrainte est claire, manque d'infrastructures et de moyens. Que fait Chloé? Elle pourrait se contenter de leur conseiller de chercher un emploi salarié ailleurs, c'est une option, mais elle a repéré autre chose. Elle sait, parce qu'elle a ses antennes, ses contacts à la mairie, qu'un ancien local technique municipal est vide et inutilisé. Une ressource cachée en quelque sorte. Elle ne garde pas l'info pour elle, non. Elle prend son bâton de pèlerin, elle contacte l'élu responsable, elle explique le besoin, elle organise une rencontre entre la mairie et les personnes concernées. Elle les aide à formaliser un petit projet d'atelier partagé de réparation et de création de meubles. Elle facilite, elle met de l'huile dans les rouages, elle motive tout le monde. Et le résultat potentiel? Le résultat, c'est potentiellement la création d'un atelier partagé, peut-être sous forme associative au début. Les personnes qu'elle accompagne retrouvent une activité concrète, elles valorisent leurs compétences, elles regagnent confiance en elles, elles créent du lien social et pourquoi pas, à terme, elles génèrent un petit revenu. C'est de l'insertion par l'activité économique très concrète qui est née non pas d'un grand plan national tombé du ciel, mais de la connaissance fine du territoire par Chloé. Elle a vu les besoins des personnes et la ressource du local disponible. Et elle a eu cette capacité à agir comme médiatrice et facilitatrice. Ça demande d'aller un peu au-delà de la fiche de poste classique, c'est sûr, hein. Ça demande surtout, j'ai l'impression, d'avoir un sacré bon carnet d'adresses et de savoir à quelle porte frapper, de bien connaître le qui fait quoi localement. Absolument. Et ce n'est pas juste une liste de contacts qu'on met à jour une fois par an. C'est une connaissance vivante des acteurs. Qui sont les structures d'insertion par l'activité économique, les SIAE, dynamiques du coin? Quelles associations de quartier font un travail remarquable? Quelles entreprises ont une vraie politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et sont ouvertes à accueillir des stagiaires ou à faire des recrutements inclusifs? Quels services municipaux sont pertinents, le CCAS, le service emploi? Quels sont les autres CIP qui ont des spécialités complémentaires? Avoir cette cartographie mentale des acteurs et savoir qui solliciter pourquoi, ça positionne le CIP comme une plaque tournante, comme une ressource incontournable et crédible sur son territoire. Et ça, c'est vrai qu'on soit à Bobigny, à Guéret, à Marseille ou à Moulins. Les acteurs changent, les contextes varient, mais cette nécessité de tisser des liens, elle est universelle dans notre métier. Bon, on a couvert pas mal de terrain, justement. C'était dense. Si on essayait de distiller l'essentiel en quelques points clés, histoire de s'assurer que tout est bien ancré avant de repartir chacun sur nos territoires respectifs, notre petit mémo CIP en quelque sorte. Alors, le territoire, en mode flash. Un écosystème vivant, interconnecté, en mouvement constant. Bien plus riche et bien plus complexe qu'une simple carte administrative. Faut le sentir, le vivre. Le fameux diagnostic, faut-il vraiment en avoir peur? Surtout pas. C'est notre check-up, notre outil d'analyse, mais surtout d'action. Partager pour comprendre où on est et décider où on va. Orienter action, vivant, et surtout pas un document qui prend la poussière. Le SWOT, c'est un bon point de départ simple. Les contraintes leviers, le yin et le yang du CIP sur son territoire. C'est un peu ça, oui.
Identifier les murs, les obstacles, les contraintes, pour mieux repérer et actionner les portes et les tremplins, les leviers, c'est vraiment la clé pour une stratégie d'accompagnement sur mesure et qui a une chance de réussir. Et pour finir, le rôle du CIP dans ce grand jeu de construction territoriale. Simple pion ou joueur majeur? Clairement un joueur majeur, un acteur central, oui. Un connecteur indispensable, un facilitateur, parfois même un initiateur de projet. Bref, un véritable couteau suisse au service des personnes et du dynamisme local. Bien plus qu'un simple conseiller derrière un bureau. Au final, cette histoire de connaître son territoire, c'est peut-être moins une question d'accumuler des données froides, des statistiques, que de développer une sensibilité, une intelligence de situation. C'est comprendre les liens, ceux qui sont lisibles et ceux qui le sont moins, entre les gens, les lieux, les opportunités, les freins, pour pouvoir agir dessus et créer des ponts, des passerelles, là où il n'y en avait peut-être pas avant. C'est peut-être ça finalement le cœur battant du métier de CIP. Je crois que vous avez parfaitement résumé l'idée. C'est vraiment cette capacité à lire le territoire, à le décrypter et à y agir qui transforme les bonnes intentions qu'on a tous en parcours réussi et en impact concret sur la vie des gens. Et le diagnostic, cette fameuse boussole vivante et partagée, c'est l'outil qui permet de passer de l'intuition, qui est importante, à l'action stratégique et pertinente. Super. Et pour continuer à faire chauffer un peu les méninges après notre discussion, une petite graine à planter, une question à méditer pour la route. On a beaucoup parlé des acteurs officiels, des structures bien identifiées, des partenaires institutionnels, c'est essentiel. Mais qu'en est-il des réseaux plus informels? Ces solidarités de voisinage qui existent partout, ces groupes d'entraide spontanés sur les réseaux sociaux ou au café du coin, ces bons plans qui circulent de bouche à oreille, ces compétences cachées chez les habitants qui ne sont recensés nulle part. Comment est-ce que le fait de repérer, de valoriser et peut-être même de s'appuyer aussi sur ces ressources invisibles, moins structurées, pourrait ouvrir des chemins complètement inattendus et renforcer encore l'accompagnement qu'on propose? Vaste question, mais passionnante. C'est sans doute là que se niche une autre dimension, peut-être plus subtile, de la richesse du territoire. Ça mériterait une autre discussion. Absolument. Voilà de quoi nourrir nos prochaines explorations sur le terrain. C'est la fin de notre discussion du jour. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment et ces réflexions avec nous. Mais merci à vous, en espérant que les échanges auront été stimulants et surtout utiles pour la pratique quotidienne de tous les CIP qui nous écoutent. On l'espère aussi. À bientôt dans le labo des CIP.